Ici Alain Crevier, bonjour, bienvenue à Second Regard. Lucien Bouchard a quitté la politique active en 2001 après avoir été premier ministre du Québec. Mais c'est évident pour tout le monde, la politique l'habite toujours. Mais pour les jeunes aujourd'hui, la politique, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est encore la manière de faire quand on veut changer le monde? Aujourd'hui, à Second Regard, dans les minutes qui viennent, un appel aux jeunes, les repères de notre société, l'engagement politique avec Lucien Bouchard. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de ces 10 ou 12 générations, nous sommes la première génération qui transmettra à son successeur un Québec en moins bon état qu'autrefois. Et je comprends très bien qu'il puisse y avoir, chez les jeunes, chez certains jeunes en tout cas, une sorte de colère rentrée, souvent plus ou moins consciente, quand ils voient l'héritage qu'on va leur donner. Lucien Bouchard aura attendu l'aube de ses 50 ans pour se lancer en politique. Dans le gouvernement conservateur de Brian Mulroney, il a été ministre de l'Environnement. Mais après l'échec de l'accord du lac Meach, il quitte le Parti conservateur et fonde le Bloc québécois. Quelques années plus tard, au lendemain de la démission de Jacques Parizeau, suite à l'échec du référendum de 1995, Lucien Bouchard est élu premier ministre du Québec. Il quitte la politique active en 2001. Maintenant âgé de 73 ans, il publiait tout récemment « Lettre à un jeune politicien », dans lequel on sent l'inquiétude de l'ancien premier ministre face à la désaffection politique des Québécois et particulièrement des jeunes. Se pourrait-il que les jeunes aient peut-être désenchanté face au système politique et qu'ils soient occupés à changer le monde, mais autrement? Le politique... Autrement que par la politique. Oui. Peut-être qu'ils sont maintenant mobilisés, peut-être qu'ils ont d'autres envies, d'autres manières de faire, de changer le monde. Je suis assez d'accord que la voie politique n'est pas la seule pour changer le monde, dans la mesure où c'est une expression un peu idéaliste, là, on ne change pas le monde comme ça, là. Puis le monde ne se laisse pas changer comme ça non plus. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres voies que la voie politique. Ça peut être la littérature, ça peut être un grand film. Un très grand film peut avoir une influence sur son époque. Ben oui. Un grand livre aussi. Ou une grande manifestation. Des théâtres. Ou des grandes manifs, il y en a eu. Je sais que vous avez... Alors, si vous entendez qu'il y a d'autres voies, c'est la rue, ça, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. La manifestation, pour moi, c'est un autre mode d'expression publique. Je suis pas d'accord avec quelque chose où je veux vendre une opinion, où je veux persuader l'opinion, je fais une manifestation pacifique, etc. Oui, c'est un moyen. Mais si on entend par manifestation des contestations des institutions, des incitations à la désobéissance civile, mais là, je suis pas d'accord. Ça, c'est la négation du rôle politique. Je sais pas, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça que c'est la négation du rôle politique? Quand ces gens-là ou ces jeunes-là, on l'a vu tout au long de l'été, ils sont organisés, ils ont des revendications. Là, vous parlez du printemps, là. Entre autres. Ouais, je ne voudrais pas cibler uniquement sur le printemps parce que c'est un principe général. Il y a des gens qui croient qu'on peut modifier le cours des choses par la contestation ouverte des institutions, indépendamment du processus démocratique des élections. Il y en a qui pensent ça, là, on le sait. C'est arrivé dans l'histoire qu'il y a eu des changements formidables comme ça, la Révolution française. Oui, c'est ça. Mais formidable à tout point de vue. Il y a eu des bonnes choses dans la Révolution, il y a eu des choses atroces. Il ne faut pas oublier ce que ça a été. Mais il y a des gens qui ont réussi à faire les changements d'une façon plus institutionnelle. Par exemple, c'est le cas de la démocratie monarchique britannique. Il n'y a pas eu une grande révolution dans la rue. Il y a eu des contestations, il y a eu des affrontements, mais on n'a pas eu des choses aussi éclatantes, aussi brutales. Moi, je pense que les vrais changements d'une société, là, comme telle, ils se font à travers les institutions, à travers le processus démocratique. Et puis, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de faire ça. Mais cette démocratie-là, sauf que là, à ce moment-là, il faut s'engager politiquement, il faut se mobiliser, il faut se préparer, il faut étudier, il faut analyser, il faut s'informer. Et il faut se rappeler à quel point les institutions sont importantes, à quel point, cependant, elles sont fragiles, et combien il est difficile d'en créer d'autres une fois qu'on en a affecté la crédibilité.
quand on a des manifestations massives ou quand on a des manifestations, généralement, c'est le fruit même de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est en train de dire ce que vous dites, il y a manifestation ça ne nous convient pas et on prend la parole. Si c'est des manifestations où il y a des casseurs qui s'introduisent puis qui cassent les vitrines, qui renversent des voitures, moi, je marche pas là-dedans. Là. Puis c'est le rôle du gouvernement à ce moment-là d'empêcher ça, d'arrêter ça, de faire régner l'ordre. Mais vous reconnaissez quand même que c'est un mode d'expression absolument légitime. Ben oui, moi, j'étais le premier à l'utiliser, ce mode d'expression. Moi, j'étais dans la grande manifestation de Saint-Jean-Baptiste de juin 90, quand on était des centaines de milles sur la rue Sherbrooke, puis qu'on a marché vers le stade olympique au lendemain de l'échec de Meach. On sait bien ce qui est arrivé. C'est qu'on s'est fait dire non. On s'est fait dire non par le Canada anglais, puis on va en tirer les conclusions. Mais c'était pacifique. On n'a pas cassé les vitrines. On n'a pas dit le gouvernement est-il légitime. On n'a pas dit on n'a pas besoin de se faire élire pour changer les choses. Non, il faut bien préciser, manifestation bien sûr, manifestation dans le sens de l'expression d'une opinion, d'une volonté politique, mais dans le respect des institutions et des lois. Bon, jamais on va me convaincre qu'on peut faire des progrès dans une société si on veut contrevenir aux lois et essayer de les changer autrement que par un processus qui existe. Préparez-vous, travaillez, présentez-vous. C'est très difficile, c'est long, c'est compliqué, mais c'est comme ça que les démocraties fonctionnent. Et ce sont les vrais changements qu'on peut apporter, durables, acceptés, démocratiques. Au fond, on revient à la démocratie, là. Mais, je veux dire, tout change. La technologie est tellement changeante, tout va tellement vite. C'est pas comme notre époque. C'est pas, ça n'a plus rien à voir. Les enjeux de société, c'est pas ma société, c'est plus ma paroisse. Tout ça, c'est autre chose. C'est l'enjeu planétaire. Comment est-ce que je m'inscris là-dedans? Nos repères peuvent bien avoir changé. Oui, nos repères ont changé, mais pas toujours pour le meilleur. Pas toujours pour le meilleur. Par exemple, ce qu'on appelle les repères humanistes. Bon. On peut reprocher à l'éducation qu'on a reçue, nous, bien des choses. Elle n'était pas très scientifique. Et elle était plutôt individualiste. Certains diraient élitiste. Mais il y avait des choses fondamentales là-dedans. C'est qu'il y avait la promotion de ce qu'on appelle l'humanisme, des valeurs qui ont été transmises par les grands penseurs d'une génération, d'une civilisation à l'autre. Et penser que des gens, des fils, des filles moins, parce qu'à l'époque, c'était les garçons qui avaient accès à cette éducation-là, mais il y avait des filles aussi, mais que des enfants de familles d'ouvriers, dans les petites villes du Québec, il n'y avait même pas de télévision, étudiaient le grec ancien, pouvaient traduire Hérodote, Xénophon, Platon, pouvaient faire des versions latines, pouvaient pratiquement lire dans le texte Tite-Livre, Cicéron. Mais c'était élitiste, comme vous disiez, c'était pas tout le monde qui y avait accès. Mais c'est le fondement de la civilisation, ouais. C'est le fondement des valeurs humaines. C'est à ça qu'il faut revenir. Je ne dis pas qu'il faut tout refaire les programmes et puis maintenant enseigner le grec ancien. Non, mais oui, moi, on pourrait prendre notre téléphone et ce qui manque aujourd'hui, monsieur, ce qui manque aujourd'hui, c'est clair que c'est le manque, c'est ça qui est le vrai problème, c'est les valeurs d'humanisme. C'est ça qui manque. Mais, et puis nos systèmes d'éducation sont éloignés de ça. Et on paye un très grave prix pour cela. Est-ce que ça a rapport avec le fait que... C'est pas vrai qu'on va remplacer l'humanisme par un accès à Twitter, là. Pas vrai, là. Peut-être pas Twitter. Chaque fois. Peut-être pas Twitter, mais n'empêche qu'on a accès à une quantité d'informations. Je peux savoir, je peux comprendre ce qu'on me dit en l'espace de quelques secondes. On n'avait pas ça à l'époque. Quoi? Je peux comprendre... Des petites manchettes, des petites nouvelles ici et là. Non, mais les valeurs fondamentales de l'Antiquité, quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce qu'on parle de la place de l'homme dans la société, de la place de l'équilibre qu'un homme doit réaliser ou une femme doit réaliser dans sa vie, dans les tensions qui sont en nous, les contradictions, des vertus anciennes, de franchise, de dépassement, de recherche du bien commun. On n'en parle pas beaucoup de ça, pas beaucoup. On est très à la limite, à la surface des choses. On survole, on s'éparpille. Oui, Twitter, vous savez, moi, je ne veux pas parler de ça parce que je manque de mesure quand j'en parle. Les jeunes
être un homme mesuré. Et vous pourriez aller les sur propos. Twitter et contaminer Twitter, ça ne vous tenterait pas, je pense. Ben, avec 70 caractères, moi, ça me prend plus que ça pour m'exprimer. Moi, ça m'en prend plus que ça. Je voulais arriver à quelque chose, c'est parce que fut un temps où tout ce qu'on organisait comme sens communautaire, comme sens de repère, ça passait par l'Église. On jouait au hockey dans l'Église, on voulait organiser des camps de vacances, c'était l'Église, si des pauvretés. C'est vrai que si on parle des repères institutionnels, c'est vrai que l'Église a joué au Québec un très grand rôle, puis on n'aura pas le temps, là, dans cette entrevue, de faire toute l'indistinction qui s'impose pour qualifier correctement le rôle de l'Église, parce qu'il y a des choses magnifiques, puis il y a des choses qui le sont moins. Mais c'est vrai qu'on a perdu ce repère-là, qui était un repère fondamental au Québec. C'était notre repère. On a essayé de le remplacer. J'ai bien vu, moi, que, par exemple, le syndicalisme, à un moment donné, était porteur de grandes valeurs collectives au Québec. C'était le cas quand j'étais, moi, à Québec, étudiant en droit. Il y avait de mes confrères qui rêvaient d'aller travailler pour la CSN, dont Jean Marchand, qui était un grand monsieur, là, était le secrétaire général. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, qui ont consacré leur carrière à travailler pour la CSN et pour le syndicalisme en général. Mais évidemment, comme toutes les institutions et tous les grands mouvements, le syndicalisme a évolué lui aussi. Et lui aussi se mesure à des changements profonds qui l'éloignent de ce qu'il a été, en tout cas en termes de ferveur, en termes d'inspiration collective. Et ensuite, on a vu aussi, enfin moi je pense le voir assez clairement, qu'on a pensé que c'est l'État qui allait tout remplacer ça. Le politique l'État aussi. québécois. Mais l'État dans le sens, l'État, la mise en commun de nos volontés, de nos ressources, une solidarité institutionnelle, des leviers d'intervention sociaux et économiques. N'oubliez pas que l'État au Québec, lorsqu'on l'a conçu, l'État moderne, après Jean Lesage et ceux qui l'ont suivi, il se manifestait beaucoup dans l'intervention économique. La Caisse de dépôt, la SGF, Hydro-Québec, une institution extrêmement importante qui explique une bonne partie du développement du Québec moderne. Donc, l'État a été longtemps au cœur de ce qu'on pensait être le porteur de l'avenir du Québec. Et moi, quand j'avais 20 ans, et puis que je voyais l'État créer des systèmes d'éducation accessibles à tous, je pensais que le Québec allait subir une révolution. Parce que tout le talent qui s'est perdu durant toutes ces années qu'on dit de noirceur, où les gens n'avaient pas l'occasion de s'éduquer, de s'instruire, puis beaucoup de talent était perdu, je me disais, tous ces talents-là vont être développés, vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir se traduire en énergie individuelle et collective. Le Québec va éclater. Il a éclaté aussi. Maintenant, c'est un second souffle qu'il nous faut, parce que là, on frappe les limites d'intervention de l'État. L'État est épuisé. L'État est épuisé. Qu'est-ce qui doit venir avant? L'engagement politique ou trouver notre inspiration, trouver ce que l'on cherche, redéfinir nos repères, redéfinir notre identité? On a complètement changé. Oui. Nous sommes en train de changer à une vitesse incroyable. On a peut-être besoin de retrouver une forme d'inspiration avant de dire on se réengage en politique. Je suis d'accord avec vous que s'engager en politique, pourquoi? Il reste que la démarche politique, c'est un instrument. C'est un instrument pour réaliser quoi? Là, il faut le définir, le quoi. Et ça prend une mobilisation. Quand je parle d'engagement, en réalité, il faut s'engager en s'informant, en débattant, en cherchant des solutions, en cherchant à atteindre des points de convergence collective. Et c'est ce qu'on ne fait pas actuellement. On se polarise. Il y a 1000 opinions d'exprimer chaque matin, la plupart du temps en termes insultants, avec un vocabulaire de 200 mots. Hein? Je pense que là, on a vraiment à revenir sur quelque chose, puis essayer de faire de notre société un grand forum de réflexion, un grand forum de discussion, de redécouverte des valeurs qui nous sont communes. Elles sont encore là, elles ne sont pas disparues, ces valeurs-là. Puis il faut se rappeler aussi des atouts que nous avons. On a d'immenses atouts. D'abord, on est une démocratie. Et c'est ça qui serait grave, de penser que le processus démocratique, c'est pas bon. Mais non, c'est un de nos atouts. On est une démocratie, on est capable de se parler, de discuter, on est capable de vivre dans une société qui est pacifique. C'est pour ça que ça me révulse. Ça me révulse de voir des gens qui cassent les vitrines, puis qui cassent des choses, puis qui se masquent lâchement pour le faire. Ça, c'est une chose que je peux absolument pas accepter. Jamais je tolérerais ça, moi. Jamais.
Il n'est pas question d'avoir une once de tolérance pour ces choses-là. Mais il y a des manifestations pacifiques, des discussions, oui, bien sûr. Et puis après, ça va s'embrayer. Forcément, ça va s'embrayer sur la démarche politique, parce que c'est la seule façon de les traduire en réalité, ces changements-là. L'inspiration dans la inspirés par les politique. valeurs, bien sûr. Mais peut-être que c'est normal. Je vais t'amener là-dessus. On boucle en quelque sorte l'entretien. Peut-être que c'est normal tout ce temps qui semble incertain, nos certitudes qui ne le sont plus, parce qu'on est en train de déterminer c'est quoi notre culture, où est-ce qu'elle se situe dans le monde, l'immigration qui nous change et comment est-ce que nous, on accepte de changer et comment eux vont changer. On parle de laïcité. Il y a 50 ans, on n'aurait jamais parlé de laïcité. Les Français en parlaient déjà, mais pas nous, on n'était pas là. On était dans... Il faut faire attention de trop s'inspirer des Français, parce qu'ils ont envoyé les armées dans les églises pour vider les tabernacles. Il faut se rappeler de ça, là. Vous savez? Quand on connaît l'histoire de France, là, on sait qu'ils ont fait ça en France. Alors, ils ne viennent pas du même endroit que nous. Non, mais on réfléchit sur la laïcité. Les Français ne viennent pas du même endroit que nous, puis quand on veut nous transposer les concepts de laïcité française, ici, attention, il faudrait voir. Là, Mais vous acceptez l'idée quand même qu'on est là, on discute et on s'interroge sur la laïcité, sur l'immigration, sur notre culture, notre identité. Oui. Peut-être que c'est ça qui viendra avant un renouvellement de l'engagement politique. Oui, la pensée politique, la réflexion, l'échange. Moi, je crois beaucoup à ça, puis je pense que ça va commencer par là. Et c'est mon incitation à l'engagement, c'est ça que je veux dire, là. Un engagement social, un engagement de s'informer, de respecter les opinions des autres, d'écouter. Vous savez, c'est un peu trop simple de dire, quand on nous parle de l'humanisme, c'est des attitudes nostalgiques de quelqu'un qui est au-delà de 70 ans, ben oui, vous savez, c'est un peu trop simple, ça. C'est un peu trop simple. Parce qu'il y a des choses qui sont faites il y a 2500 ans qui sont extrêmement modernes, extrêmement actuelles. Il faudrait s'en rappeler. Hein? Mais surtout, moi, ce qui me... Je dis pas que ça me désole, mais ça me rend perplexe. On est en train, justement, de se poser des questions un peu démotivantes, de porter des diagnostics assez durs, plutôt sombres, au moment où on a tellement d'atouts au Québec, nous, pour rebondir. On a tellement de choses. On a un pays magnifique. On a une nature d'une richesse inégalée. On a des richesses qu'on peut développer correctement. On a la capacité de rebondir avec des centres de recherche, des universités, d'où il faut protéger les universités et leur financement, parce que c'est le cœur de l'affaire. C'est le vrai levier du changement, là. L'éducation, il faut s'en rappeler. On a des jeunes qui sont très talentueux. C'est bourré de talent, le Québec. On le voit, le talent, il est partout. Et il s'agit de mettre ça ensemble, puis de faire décoller ça par quelque chose d'électrique qui va naître, en effet, d'une définition de grands objectifs, de valeurs qu'on va se donner pour les réaliser. Et je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est le défi, peut-être moins des gens de ma génération, parce qu'on n'est plus aux affaires et tout. Nous autres, on peut quand même, sûrement participer au débat, mais c'est le défi des jeunes. C'est le vrai défi des jeunes. Ouais. M. Bouchard, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je vous en prie.